Chapitre 5. L'examen. Le jour du dernier examen de l'année était arrivé. Malédiction, niveau avancé. À Groucham-Grange, la tradition voulait que les examens ordinaires se déroulent dans la grande salle. Mais ceux de sorcellerie et de magie noire, plus confidentiels, se déroulaient dans le sous-sol de l'école. Les élèves devaient s'enfoncer dans un labyrinthe de tunnels et de passages secrets, jusqu'à une salle souterraine où s'alignaient 65 pupitres et 65 chaises, loin du soleil inquisiteur. L'épreuve finale ne pouvait se tenir ailleurs que là, dans cette caverne ornée de stalactites et de stalagmites, dont l'entrée était gardée par une imposante cascade de roches. L'examen était fixé à 11 heures. Un quart d'heure avant, David commença à descendre. Il avait la bouche sèche et une boule d'appréhension au creux de l'estomac. C'était idiot. À l'examen des malédictions, tout le monde le disait imbattable, et Jill lui avait assuré que Vincent n'était pas bon dans cette matière. Le matin même, David avait vérifié une dernière fois le classement général. Il occupait toujours la première place et Vincent était à 3 points derrière. Ensuite, il y avait un écart de 21 points avec la troisième. C'était Linda, la fille que Madame Windergast avait démolécularisée. Tout se jouait donc entre Vincent et lui. Et Vincent n'avait aucune chance. Alors, pourquoi David se sentait-il si nerveux? Il ouvrit la porte de la bibliothèque et entra. Devant lui se dressait un miroir en pied, où il examina son reflet avec attention. La fatigue se lisait sur ses traits. Il dormait mal depuis cette fâcheuse rencontre dans le bureau des directeurs. Un tricheur, voilà ce qu'on disait de lui, et cette injustice le rendait amer. Mais le pire, c'est qu'il avait conscience de sa propre bêtise. Il avait laissé Vincent lui tendre un piège puéril, et il méritait presque cette sanction de 15 points. David n'était plus qu'à quelques centimètres de son reflet. Il s'adressa une grimace et fit un pas dans le miroir. La glace ondoya comme de l'eau autour de lui, et il passa au travers, quittant la bibliothèque pour déboucher dans les passages souterrains. Il faisait si froid qu'un nuage de buée se forma devant ses lèvres, tandis que l'humidité collait à ses vêtements. La salle d'examen se trouvait tout droit, mais sous le coup d'une impulsion subite, David bifurqua à droite dans un autre passage. C'était une fissure dans la roche, si étroite par endroits qu'il fallait retenir son souffle pour s'y faufiler. Puis les parois s'élargirent brusquement, et David vit enfin ce qu'il désirait tant voir, le Graal maudit. Il était niché au fond d'une grotte miniature, derrière 6 barreaux de fer épais de plusieurs centimètres, encastrés dans la roche. Il n'existait aucun autre accès visible. Posé sur un pédestal en pierre, le Graal baignait dans une lumière argentée, surnaturelle. C'était un calice d'environ 22 centimètres de hauteur, gris métallisé, serti de pierres rouges foncées, rubis ou escarboucles. L'objet n'avait rien d'extraordinaire, et pourtant, David se surprit à retenir son souffle. Il était hypnotisé. Il apercevait si nettement le pouvoir contenu dans le Graal qu'il aurait donné n'importe quoi pour passer ses mains au travers des barreaux et le saisir. C'était pour lui que David se battait. C'était pour lui qu'il voulait réussir le dernier examen et arriver en tête du classement. Personne ne l'arrêterait. David? David fit volte-face. Il était tellement absorbé qu'il n'avait rien entendu venir. Avec un mélange de honte, d'agacement et d'inquiétude, il reconnut le professeur de vaudou et de sciences sociales, Monsieur Eliwell. Que fais-tu ici, Elliot? Oh, je regardais. David était sur la défensive. Après leur rencontre imprévue, l'avant-dernière nuit, il n'avait plus rien à lui dire. Pourtant, à sa grande surprise, Monsieur Eliwell se rapprocha et l'observa avec une grimace intriguée. David, je voulais te parler de l'autre nuit. À quel sujet? Encore sous le choc de sa mésaventure, David se conduisait de façon délibérément insolente. Monsieur Eliwell poussa un soupir. La lumière se reflétait sur l'énorme dôme noir de son crâne. Visiblement, il était perplexe. Écoute, Elliot, je sais que tu es en colère, mais je veux que tu saches une chose. Je ne crois pas que ce soit toi qui aies pris le dossier d'examen. Comment? David sentit son cœur bondir. Où monsieur Eliwell voulait-il en venir? J'ai été aussi surpris que les autres de te trouver dans ce bureau, poursuivit le professeur. Je faisais ma ronde quand j'ai entendu quelqu'un descendre l'escalier. Il faisait sombre et je ne l'ai pas vu distinctement, mais j'aurais juré qu'il avait des cheveux blonds, plus clairs que les tiens. Des cheveux blonds? Vincent, évidemment. Je l'ai aperçu qui entrait dans le bureau des directeurs, alors je suis allé prévenir monsieur Fitch et monsieur Tiggle. Quel qu'il soit, celui qui est entré dans le bureau avait laissé la porte entrebâillée,
J'en suis sûr. Mais quand nous sommes revenus, la porte était fermée et tu étais à l'intérieur. Je n'ai pas pris le dossier d'examen, monsieur, dit David. Maintenant, les mots s'enchaînaient sans qu'il puisse les retenir. J'ai été piégé. L'autre voulait que je sois surpris dans ce bureau. Il savait que vous alliez prévenir le directeur. Il a dû filer juste avant que vous arriviez. Il. Tu sais qui c'est? L'espace d'un instant, David fut tenté de désigner Vincent King. Mais ce n'était pas dans ses habitudes. Il secoua la tête. Pourquoi n'avez-vous pas raconté au directeur ce que vous aviez vu? À ce moment-là, l'affaire semblait entendue, répondit M. Halliwell en haussant les épaules. C'est seulement plus tard. Encore maintenant, je ne suis sûr de rien. David, je te crois. Peut-être. Mais c'est ta parole contre celle de Vincent. David hocha la tête. Le piège avait été trop bien préparé. Et il était trop tard maintenant pour se disculper. Il est bientôt 11 heures, reprit M. Halliwell en consultant sa montre. C'est moi qui surveille l'examen. Tu ferais bien de gagner ta place en vitesse. Il posa une main solide et lourde sur l'épaule de David et ajouta « Mais si tu as d'autres problèmes, mon garçon, viens me trouver. Je pourrais peut-être t'aider. » « Merci, monsieur. » David rebroussa chemin vers la galerie. Il se sentait beaucoup plus sûr de lui qu'une heure auparavant. Vincent l'avait piégé une fois et il l'avait échappé belle. Il n'y aurait pas de seconde fois. David réussirait l'examen et le Graal maudit serait à lui. Groucham-Grange, jury d'examen, certificat d'études secondaires, malédiction, niveau avancé. Mardi 17 octobre 1994, minuit. Durée, 2 heures. Écrivez votre nom et votre numéro de candidat à l'encre ou au sang sur chaque côté de la feuille. N'écrivez que sur une face de la feuille. De préférence, pas sur la tranche. Répondez à toutes les questions. Information au candidat. Le nombre de points est indiqué entre parenthèses, à la fin de chaque question, ou partie de question. Le total de cette épreuve est de 70 points. Il est interdit au candidat de jeter une malédiction à l'examinateur. 1. Écrivez en entier les formules magiques qui peuvent provoquer les malédictions suivantes. 20 points. Petit a, calvitie. 2 points. Petit b, acné. 2 points. Petit c, mauvaise haleine. 2 points. Petit d, amnésie. 4 points. Petit e, mort. 10 points. Attention, ne pas murmurer les mots en les écrivant. Si la personne assise près de vous perd ses cheveux, se couvre de boutons, empeste l'oignon, oublie pourquoi elle se trouve là, et ou meurt, vous serez disqualifié. 2. Votre tante vous annonce qu'elle vient séjourner chez vous pour Noël et le Nouvel An. Elle a 90 ans et vous bave un peu sur la joue quand elle vous embrasse. Bien que vous ayez 15 ans, elle persiste à penser que vous en avez 9. Elle critique votre façon de vous habiller, votre coiffure, vos goûts musicaux. Comme à son habitude, elle offre un chèque livre. Décrivez en 200 mots une malédiction appropriée qui, à coup sûr, lui fera passer le prochain Noël dans Petit A, le service de soins intensifs de l'hôpital local, 2 points. Petit B, une rizière en Chine, 3 points. Petit C, un cratère sur la face cachée de la Lune, 5 points. 3. Qu'est-ce que la thanatomanie? Donnez la définition et 2 exemples historiques. Décrivez ensuite comment on peut y survivre. 10 points. 4. Rédigez une malédiction appropriée pour 3 des individus ou catégories d'individus suivants. 10 points. A. Braconnier d'éléphants. 2 points. B. Spectateur qui bavarde dans les cinémas. 2 points. C. Passant qui jette des ordures n'importe où. 2 points. D. Jordi. 2 points. E. Fabricant de tabac. 2 points. 5. Décrivez la façon dont vous redéclencheriez la grande peste en utilisant des ingrédients en vente dans le supermarché de votre quartier. 20 points. C'était d'une facilité inouïe. À peine David eut-il parcouru les questions qu'il reprit confiance. Il avait révisé la grande peste quelques soirs auparavant. Le reste était enfantin. Voilà pourquoi il souriait lorsque la cloche sonna. Voilà pourquoi il souriait lorsque la cloche sonna l'heure et que M. Halliwell annonça la fin de l'examen. Alors que tous les élèves restaient assis, Vincent et un autre garçon du premier rang se levèrent pour ramasser les copies. Ce fut Vincent qui vint prendre celle de David. Tandis qu'il la lui tendait, David accrocha le regard de son rival. Inutile de parler pour faire passer le message. J'ai répondu correctement à toutes les questions. Plus rien ne peut m'arrêter. Monsieur Halliwell rangea les copies dans sa sacoche en cuir et congédia tout le monde. De retour à l'air libre, David rejoignit Jill. Il faisait un temps magnifique. Après le froid humide du sous-sol, le soleil réchauffait délicieusement. « Comment ça s'est passé pour toi ?» demanda David. « Mal, grimaça Jill. «
Qu'est-ce que c'est que ce truc, la thanatomanie? Une sorte de malédiction multiple. Quand une sorcière voulait anéantir un village tout entier et non une seule personne. Eh bien, moi, c'est l'examen qui a failli m'anéantir. Tu as l'air content. C'était facile, dit David. J'en suis ravi pour toi, murmura Jill. Elle aperçut Vincent, souriant, qui marchait d'un pas allègre vers la tour est. À ta place, je ne me réjouirais pas trop vite, reprit Jill en le suivant des yeux. Regarde Vincent là-bas. Il a l'air sacrément confiant lui aussi. Au cours des jours qui suivirent, David se remémora les paroles de Jill. Le classement général s'était officiellement clos avec le dernier examen. Tout dépendait donc des résultats de l'épreuve de malédiction. En dépit de la confiance désinvolte qu'il affichait, David ne pouvait s'empêcher de rôder autour du tableau où la liste des notes serait placardée. Il se trouvait justement dans les parages le soir où le directeur adjoint, M. Kilgore, apparut avec une feuille de papier dans une main et une punaise dans l'autre. Malgré lui, David sentit son cœur s'emballer, sa gorge se serrer et ses mains devenir moites. Personne alentour, il serait donc le premier à lire le résultat qu'il était sûr de deviner par avance. Se retenant de courir, il approcha le tableau d'affichage. M. Kilgore le gratifia d'un sourire meurtrier. Il faut dire que, en sa qualité de vampire, les sourires de M. Kilgore étaient toujours meurtriers. « Bonjour, David. Bonjour, monsieur. » Pourquoi M. Kilgore n'ajoutait-il rien? Pourquoi ne le félicitait-il pas? David dut faire un effort pour poser les yeux sur le tableau. C'était pourtant bien ça. Examen de malédiction. Résultat. Mais le nom qui figurait en haut de la liste n'était pas le sien. Linda James arrivait en tête. David cligna des yeux, incrédule. Qui était deuxième? William Rufus? Venait ensuite Roger Bacon. Impossible. Un résultat très décevant pour toi, David. C'est à peine si David entendit M. Kilgore. La panique l'avait saisi. Tout se brouillait devant ses yeux. Enfin, il vit le nom de Vincent, à la 9e place, avec 63 points, puis le sien, à la 11e place, avec seulement 60 points. Impossible! Très décevant, répéta M. Kilgore. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Doucereuse et menaçante à l'accoutumée, elle laissait percer autre chose. Est-ce que par hasard, il était content? 11e? David était abasourdi. Il essaya de calculer sa place au classement général. Linda avait obtenu 69 points. Il avait 11 places derrière elle, 3 places derrière Vincent. Il avait perdu le Graal, il l'avait forcément perdu. J'ai été surpris, poursuivit M. Kilgore. Je pensais que tu connaissais le sens de thanatomanie. Sa voix lui paraissait soudain venir de très loin. Il se tourna vers M. Kilgore. Des bruits de pas se rapprochaient. La nouvelle de l'affichage des résultats s'était répandue. Bientôt, il y aurait foule. Je connais le sens de thanatomanie, dit David. J'ai écrit la définition. M. Kilgore secoua la tête d'un air triste. J'ai moi-même contrôlé les copies. Tu n'as pas répondu. Mais si, monsieur, ma réponse était correcte. Non, David. C'était la question 3. Tu as répondu juste à toutes les autres. Mais celle-là te coûte 10 points. Tu n'as même pas donné de réponse. Pas donné de réponse? Soudain, tout devint clair. C'était Vincent qui avait ramassé les copies. David lui avait remis la sienne. Or, selon les instructions portées sur la feuille d'examen, on devait répondre à chaque question sur un feuillet séparé. Vincent n'avait eu aucun mal à subtiliser une des pages. David était tellement confiant, tellement sûr de lui, que cette éventualité ne l'avait même pas effleuré. Pourtant, c'est bien ce qui avait dû se produire. C'était la seule possibilité. À présent, 20 ou 30 personnes se bousculaient devant le tableau d'affichage et criaient les noms et les résultats. David entendit son nom, 11e, 60 points. « Ils sont premiers ex-aequo !» s'exclama quelqu'un. « David et Vincent sont à égalité !» Mais alors, qui remporte le Graal maudit? Tout le monde parlait autour de David. Pris de nausées et de vertige, il se fraya un chemin à travers la foule et s'enfuit en courant, sans se soucier de Jill et les autres qui le hélaient. Monsieur Kilgore le suivit des yeux un moment, puis il hocha la tête et regagna son bureau. C'était une nuit sans lune. Comme pour ajouter aux ténèbres, un épais brouillard s'était levé de la mer et rampait sur la terre humide, masquant les hauts murs de Groucham-Grange. Tout était silencieux. Même Grégor, couché sur l'une des tombes du cimetière, dormait d'un sommeil de plomb. Lui, qui ronflait si bruyamment d'habitude, était ce soir muet comme une carpe. Personne n'entendit grincer la porte sur le côté de l'école. Personne ne vit une silhouette sortir dans la nuit. Et, avançant sur la mousse et la terre meuble, se dirigeait vers la tour est. Une seconde porte s'ouvrit et se referma. À l'intérieur de la tour, une lumière jaillit, vacillante. Personne ne vit la lanterne tourner sur elle-même et gravir l'escalier en colimaçon qui menait au créneau. Une énorme araignée s'enfuit précipitamment, échappant de justesse à une botte de cuir qui martelait les marches en ciment. Un rat se tapit dans un coin, effrayé par la lumière inhabituelle,
Mais là encore, aucun œil humain n'était en éveil. Aucune oreille humaine n'entendait le bruit sourd des pas qui gravissaient l'escalier. La sombre silhouette atteignit la pièce circulaire au sommet de la tour, où 8 fenêtres étroites ouvraient sur la nuit. Sur une table étaient posés du papier et une série de boîtes, d'où s'élevaient d'étranges bruissements et de petits couinements aigus. L'inconnu s'assit sur un tabouret à 3 pieds, tira à lui une feuille de papier et commença à écrire. À l'attention de l'évêque Betchley. Tout se déroule selon le plan prévu. Personne ne soupçonne rien. Bientôt, le Graal maudit sera à nous. D'autres nouvelles suivront bientôt. Pas de signature. L'inconnu plia soigneusement la feuille, puis plongea sa main dans l'une des boîtes. Il en sortit quelque chose qui ressemblait à un fragment de cuir déchiré, à cette différence près que la chose bougeait et poussait un étrange petit cri perçant. Après avoir attaché le message à la patte de la créature, il porta celle-ci vers la fenêtre. « À toi de jouer », murmura-t-il en ouvrant ses mains. Un bref battement d'ailes, un dernier cri, et le message disparut, emporté dans un tourbillon nocturne.